ici le compteur. Ferme les yeux, respire profondément. Laisse les bruits du monde s'éloigner un instant. Ce soir, je t'emmène dans une époque où la fureur grondait sous les pavés, où les idées devenaient des armes, et où les murmures du peuple allaient ébranler les trônes. Une époque de bouleversement, d'espoir, de larmes et de lumière. Nous allons remonter le temps ensemble, lentement, dans un Paris vibrant, éclairé à la lueur des chandelles, où tout bascule, pas à pas. L'histoire que je vais te raconter est celle d'un peuple qui s'éveille, d'un monde qui vacille, d'un rêve de liberté qui se heurte à la réalité. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter par le souffle de la Révolution française. Paris s'étire sous un ciel d'orage, lourd, menaçant, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Dans les ruelles pavées, les sabots des chevaux résonnent comme des battements de tambour, lents et inquiétants. Les lanternes accrochées aux façades tremblent au gré du vent, projetant des ombres vacillantes sur les murs des maisons. Nous sommes en 1788 et la ville semble attendre quelque chose, ou redouter ce qui vient. Dans les salons dorés de Versailles, la cour du roi Louis XVI continue de danser. La musique y est légère, les rires perlent, les étoffes bruissent, mais derrière les sourires poudrés et les éventails agités, une inquiétude sourde monte. Les caisses de l'État sont vides, les récoltes ont été mauvaises, et la faim gronde. On chuchote dans les corridors, on redoute les discours des philosophes, on s'agace de ces pamphlets qui circulent de main en main. Les mots de Voltaire, Rousseau ou Diderot n'ont jamais été aussi vivants. Ils ont quitté les bibliothèques pour s'infiltrer dans les tavernes, dans les ateliers, jusque dans les champs. Dans les campagnes, le peuple s'épuise. Les hommes courbés sur la terre ne comprennent plus pourquoi leur pain coûte si cher. Les femmes aux mains gercées regardent leurs enfants maigrir. Les impôts s'abattent sans relâche, implacables, pendant que les nobles, eux, vivent dans l'abondance. Les privilèges pèsent comme des chaînes, et l'injustice n'a jamais été aussi visible. À Paris, le tumulte s'intensifie. Les cafés deviennent des foyers d'agitation. On y lit les journaux à voix haute, on y commente les décisions du roi, on y rêve d'un monde différent. La parole circule, vivante, dangereuse. Au palais royal, des orateurs improvisés haranguent la foule. On parle de liberté, d'égalité, de droit naturel, des mots qui réchauffent les cœurs et qui font trembler les puissants. Le roi, de son côté, vacille. Louis XVI est un homme bon, peut-être, mais faible. Il ne comprend pas vraiment son peuple, ni l'ampleur de ce qui se prépare. Il convoque les États généraux, une assemblée oubliée depuis près de 2 siècles. Le peuple espère un changement, une écoute, une réforme. Mais les tensions ne font que croître. Le tiers-État, représentant du peuple, se heurte au refus des privilégiés. L'Assemblée devient un champ de bataille idéologique. Et puis vient le serment du jeu de paume. Les députés du tiers-État jurent de ne jamais se séparer avant d'avoir donné à la France une constitution. Leur voix résonne dans la salle nue, portée par une ferveur nouvelle. C'est le début d'une révolution. Les murmures deviennent clameurs. Le peuple entre en scène. Dans les rues de Paris, la colère éclate. Le pain manque. Les prix flambent. Les émeutes se multiplient. Les foules s'organisent, cherchent des armes. On parle d'un complot, d'une armée qui viendrait écraser la ville. Alors, un matin de juillet, tout bascule. Le 14 juillet 1789, les Parisiens marchent vers la Bastille, une forteresse imposante, symbole de l'arbitraire royal. Ce n'est pas tant pour y libérer les prisonniers, il y en a peu, que pour frapper un grand coup, marquer le début d'un monde nouveau.
La foule est immense, déterminée. On entend les cris, les coups de feu, la poudre qui s'enflamme, les murs tremblent, les portes cèdent. Lorsque la Bastille tombe, le vent change. Dans toute la France, cette journée résonne comme un appel. L'ancien monde vient de recevoir son premier coup de tonnerre. À Versailles, la cour comprend enfin. Le roi hésite, mais il accepte la cocarde tricolore. Une révolution est en marche. Elle sera longue, incertaine, parfois cruelle, mais elle a commencé. Et déjà, les rêves du peuple prennent forme dans les rues, dans les discours, dans les regards. Une nouvelle ère s'annonce, mais l'orage, lui, ne fait que commencer, car derrière les espoirs, les tensions montent et les extrêmes se réveillent. Le feu couve encore, prêt à embraser toute une nation. Les cloches de Notre-Dame sonnent lentement, mais dans Paris, personne ne les écoute vraiment. Ce ne sont plus les voix des prêtres ou des rois que la ville veut entendre, mais celles du peuple. L'été 1789 s'est refermé sur la prise de la Bastille, et pourtant, dans les ruelles, dans les quartiers, dans les faubourgs, quelque chose continue de gronder. L'air est chargé d'électricité, de sueur, d'attente. Chaque jour, des groupes se forment sur les places. On y discute avec passion. Les mots s'élèvent, fusent, s'entrechoquent. Des mots nouveaux, puissants, dangereux. Constitution, nation, souveraineté, liberté. Des mots qu'on ne prononçait pas à voix haute il y a encore quelques mois. Paris est une fourmilière. Les rues débordent de vie, mais aussi d'angoisse. Dans les faubourgs Saint-Antoine ou Saint-Marcel, les artisans travaillent avec rage. On forge, on imprime, on assemble, on rêve à voix haute d'un monde meilleur. Mais derrière chaque rêve, il y a la peur. Peur de manquer, peur de l'armée, peur des nobles qui fuient, peur des trahisons. Les rumeurs, elles, circulent plus vite que le vent. On dit que le roi prépare un coup de force. On parle d'un régiment qui se rapproche de la capitale. On chuchote qu'il y aura du sang. Et alors, on se prépare. On fabrique des pics, on fond les grilles pour en faire des armes. La ville devient une armée sans uniforme, une foule qui n'a que la colère pour étendard. Mais Paris, c'est aussi la joie farouche d'un peuple qui croit enfin en sa force. Chaque événement devient une fête populaire. On danse dans les rues, on plante des arbres de la liberté, on chante la fin des privilèges. À l'Assemblée, pendant ce temps, les députés débattent sans relâche. Les mots, ils sont des épées. On abolit les droits féodaux. On proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le papier frémit sous l'encre encore fraîche, comme s'il savait qu'il allait changer l'histoire. Chaque phrase est une bombe douce. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La France entière découvre qu'elle est une nation, mais cette ivresse ne dure pas, car l'injustice ne meurt pas si facilement. Dans les campagnes, les paysans s'impatientent. Ils veulent du pain, des terres, du concret. À Paris, les femmes, surtout, s'élèvent. Elles sont les premières à souffrir de la faim. Ce sont elles, souvent d'oublier des livres, qui vont déclencher l'un des moments les plus forts de la Révolution. Un matin d'octobre 1789, alors que la pluie tombe fine et glacée, des centaines de femmes se rassemblent au marché. Elles n'en peuvent plus. Le pain est trop cher. Leurs enfants ont le ventre vide. Elles n'attendent plus rien des discours. Elles veulent des réponses. Elles veulent voir le roi. Alors, elles marchent. Sous la pluie, dans la boue, à pied, elles parcourent des kilomètres, direction Versailles. Certaines portent des fourches, d'autres des tambours, mais toutes ont la même flamme dans les yeux. Des hommes les rejoignent.
Le cortège devient marée. Quand ils arrivent devant le château, l'écho de leurs pas fait trembler les dorures. C'est le peuple, le vrai, qui vient frapper à la porte des puissants. À l'intérieur, le roi hésite, tergiverse, mais il finit par céder. Il promet du pain. Il accepte de retourner à Paris avec la foule. Lorsqu'il entre dans la capitale, escorté par les chants et les piques, coiffé de la cocarde tricolore, le peuple croit encore à la réconciliation. Il croit encore que Louis XVI peut être un roi du peuple. Mais déjà, la fracture est là. Le doute s'est installé, profond, et Paris, lui, ne dort plus. La nuit, des feux brillent sur les places. On lit, on parle, on rêve. Les journaux révolutionnaires fleurissent. Les clubs politiques se multiplient. Les plus radicaux prennent la parole. Les jacobins, les cordéliers, les feuillants. Chacun propose sa vision du monde, sa vérité. Dans les ruelles, les enfants jouaient à la Révolution. Les adultes la vivent. On peint des slogans sur les murs. On accroche des lampions. On chante la Marseillaise, nouvel hymne d'une nation qui s'invente. Mais déjà, certains commencent à trembler. Les nobles émigrent. Les prêtres s'inquiètent. Les frontières bruissent. Car ce que Paris allume, l'Europe le redoute. Les rois étrangers s'affolent. La Révolution devient une menace vivante. Et dans l'ombre, les complots s'organisent. Le roi, enfermé aux Tuileries, se sent prisonnier. Son regard se perd dans les jardins, derrière les grilles. Il veut fuir, retrouver sa liberté. Mais le peuple, lui, n'oublie pas. Il veille, il écoute, il attend. Car Paris est une ville en feu, pas un feu destructeur, mais un feu de transformation. Quelque chose de neuf est en train de naître. Un monde nouveau, incertain, fragile, mais plus rien ne sera jamais comme avant. L'hiver s'installe lentement sur Paris, glacial et silencieux. Les pavés sont couverts de givre, les réverbères jettent une lumière blafarde sur les rues désertes. Au palais des Tuileries, où le roi Louis XVI vit désormais, les couloirs résonnent d'un silence lourd, pesant. Il n'est plus un monarque absolu, il est devenu un symbole, prisonnier de son propre peuple, surveillé nuit et jour. Ses gestes sont mesurés, ses paroles épiées, et chaque décision qu'il prend semble le rapprocher un peu plus du vide. Il est las, fatigué d'être roi sans pouvoir, d'entendre la clameur monter depuis les quartiers populaires, de voir sa reine Marie-Antoinette se faner comme une rose oubliée sous le vent glacé de la colère. Alors, ils décident, ils fuiront, quitteront Paris, retrouveront des terres fidèles dans l'est de la France, chercheront l'appui des monarchies voisines. C'est un plan risqué, un pari fou. Mais dans la nuit du 20 et 1 juin 1791, tout est prêt. Une berline lourde, décorée comme un carrosse d'un autre siècle, attend dans l'obscurité. Le roi, la reine, leurs enfants et quelques fidèles montent à bord, le cœur battant, le regard fuyant. Ils quittent Paris, espérant que le sommeil de la ville couvrira leur fuite. Mais Paris ne dort jamais vraiment. À chaque relais de poste, des regards se croisent, des murmures naissent. Un homme reconnaît le profil du roi, celui qu'on a imprimé sur les assignats, cette monnaie révolutionnaire qui circule partout. La nouvelle se propage à une vitesse folle. À Varennes, la route est bloquée, le roi est arrêté, le rêve de fuite s'éteint dans la nuit, écrasé par le poids de la réalité. Le retour à Paris est un supplice. Le roi est silencieux, le peuple aussi. Les regards sont lourds, pleins de colère, de trahison. Il n'est plus un père pour la nation, mais un traître, un fuyard. L'Assemblée est secouée,
Certains veulent croire encore à la monarchie constitutionnelle, d'autres réclament déjà la République. Les mots deviennent plus tranchants, les divisions plus profondes. Dans les rues, les esprits s'échauffent, les clubs politiques se radicalisent, la presse enflamme les foules. Danton, Desmoulins, Robespierre, leurs noms résonnent partout. Ils prennent la parole, captivent, électrisent. Le roi, lui, s'efface. Chaque jour, il perd un peu plus de son aura, de sa légitimité. Il n'est plus qu'un homme, aux mains tremblantes, à la voix lasse. Les événements s'accélèrent. La France entre en guerre contre l'Autriche. Une guerre vue par beaucoup comme une tentative de sauver la Révolution en l'exportant, mais aussi pour d'autres comme un piège tendu par les ennemis du peuple. Les défaites militaires se succèdent, la peur s'installe. On craint des trahisons, des sabotages, les tensions montent. Alors, le 10 août 1792, le peuple agit. Il marche de nouveau vers le palais, cette fois sans illusion. Les gardes suisses tentent de défendre les Tuileries. Les canons grondent, les balles sifflent, le sang coule. À la fin de la journée, la monarchie est suspendue. Le roi est enfermé au temple, une prison austère, loin des dorures de Versailles. La Convention est proclamée. La République naît dans le vacarme et le sang. Mais que faire du roi? C'est une question lourde, grave. Le procès commence. Dans une salle tendue, les députés écoutent, débattent, s'affrontent. Louise est accusée de trahison, de conspiration contre la liberté. Il se défend avec calme, dignité, mais le jugement est politique autant que judiciaire. Il incarne un monde que la Révolution veut abolir. Le 20 et 1 janvier 1793, à l'aube, le roi est conduit à la place de la Révolution. Le ciel est bas, gris, silencieux. Une foule immense est là. Pas de cris, pas de liesse, juste une tension sourde. Le roi monte les marches de l'échafaud. Il parle, tente de s'adresser à la foule, mais un roulement de tambour couvre sa voix. La lame tombe. Le silence est total. Puis un cri, un seul, « Vive la République !» Ce jour-là, la Révolution franchit un point de non-retour. Elle a tué son roi, un acte irréversible, immense, terrifiant. Le sang a coulé, et il en appellera d'autres. Dans Paris, le vent tourne, les modérés s'effacent, les plus radicaux prennent la main, la peur change de camp. Désormais, c'est la terreur qui s'annonce. La liberté a un goût de fer, et l'espérance se mêle à l'effroi. La guillotine est dressée au cœur de Paris, haute, froide, implacable. Elle trône sur la place de la Révolution comme un totem d'un temps nouveau. Les passants détournent le regard ou s'arrêtent pour observer en silence. Certains applaudissent, d'autres prient, beaucoup retiennent leur souffle. Car nous sommes en 1793 et la Révolution est entrée dans sa phase la plus sombre. Ce n'est plus le temps des espoirs naïfs ni des chants de liberté. C'est le temps de la peur, le temps de la terreur. Dans les rues, les murs sont couverts d'affiches, des noms, des visages, des dénonciations. Chaque matin, de nouvelles listes sont publiées. On y lit les condamnations, on y reconnaît des voisins, des amis, parfois même des parents. On accuse pour un mot de travers, un regard, une absence à une réunion, une phrase mal interprétée. La guillotine travaille sans relâche. La place devient rouge, les pavés sont lavés chaque nuit, mais le sang s'incruste dans la pierre. Robespierre, l'incorruptible, est désormais l'âme de la Révolution. Froid, méthodique, intransigeant, il incarne cette volonté de purifier la République par la violence.
Il croit que la terreur est le bras armé de la vertu. Il parle d'ordre, de justice, mais les mots « maintenant » sont tranchants comme des lames. À ses côtés, Saint-Just, le jeune tribun aux yeux de feu, théorise la mort comme un devoir politique. Ensemble, ils gouvernent au nom du peuple, mais contre une partie de ce peuple. Les tribunaux révolutionnaires sont créés. On y juge à la chaîne. Les procès durent quelques minutes. Il n'y a pas de place pour le doute. On coupe les têtes pour préserver la révolution. Même les anciens compagnons tombent. Danton, trop modéré, trop populaire, est arrêté, jugé, exécuté. Desmoulins, qui plaidait pour la clémence, le suit sur l'échafaud. La révolution dévore ses enfants, un par un. La peur s'installe partout, même chez les plus fervents révolutionnaires. On ne parle plus librement dans les rues. Les réunions sont surveillées. Les regards se font fuyants. Chacun redoute la dénonciation, l'erreur, l'arrestation nocturne. Les prisons débordent. La conciergerie devient une antichambre de la mort. Mais la terreur ne s'arrête pas à Paris. Elle s'étend à toute la France. À Lyon, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, les révoltes sont écrasées sans pitié. À Lyon, les murs s'effondrent sous les boulets de canon, les insurgés sont fusillés en masse. À Nantes, on noie les prisonniers dans la Loire, des bateaux transformés en cercueils collectifs. On parle d'épuration, de salut public, mais c'est la folie, la fureur, le vertige du sang. Pourtant, dans ce chaos, le pays change. Une nouvelle société prend forme. Le tutoiement devient obligatoire. Les titres sont abolis. Les églises sont fermées, transformées en temples de la raison. On crée un nouveau calendrier. On efface les anciens repères. Le temps lui-même est révolutionnaire. Les fêtes civiques remplacent les messes. On célèbre la liberté, l'égalité, la fraternité. Les statues des rois sont déboulonnées, fondues pour fabriquer des canons. Mais ce monde neuf est instable. Il tremble sous les contradictions. On veut la vertu par la violence, la paix par la guerre, l'unité par la division. Et dans le cœur du peuple, une fatigue s'installe, une lassitude, un vertige. Chaque jour, la mort frappe. Chaque jour, le silence s'épaissit. On commence à murmurer que Robespierre est allé trop loin. Et Robespierre, lui, vacille. Il devient de plus en plus méfiant, de plus en plus seul. Il voit des ennemis partout. Ses discours se font plus sombres, plus menaçants. Il brandit encore la vertu, mais sa voix tremble. Ses amis tombent, ses soutiens doutent. Il croit encore incarner la révolution, mais la révolution s'éloigne de lui. Le 27 juillet 1794, un an jour pour jour après l'exécution des Girondins, c'est Robespierre lui-même qui est arrêté. Il tente de résister, mais il est blessé au visage. On l'emmène à la conciergerie, puis, sans procès digne de ce nom, on le conduit à la guillotine. Sa tête tombe dans le silence. Ce jour-là, la terreur prend fin. Paris respire, lentement, comme après une longue tempête. Les rues restent marquées, les cœurs aussi, mais une page se tourne. Le peuple n'oubliera jamais. La liberté a été chèrement payée, et désormais, l'avenir reste à écrire. La guillotine est tombée sur Robespierre, et avec lui, la terreur s'est éteinte comme une bougie soufflée dans une pièce trop silencieuse. Le 28 juillet 1794, Paris s'est réveillé dans un étrange calme. Plus de cris, plus de listes noires, plus de cortèges funèbres sous les tambours assourdissants. Le peuple usé regarde autour de lui, et dans cette ville encore imprégnée de peur, un vide immense s'installe. La révolution n'est pas finie, mais sa fièvre est retombée. Les rues de Paris reprennent lentement leur souffle. On nettoie les places,
On démonte les estrades, on efface les slogans trop violents. Dans les quartiers autrefois bouillonnants, les portes s'ouvrent à nouveau, les voix reviennent, d'abord prudentes, puis plus claires, mais ce ne sont plus des cris d'enthousiasme, ce sont des soupirs, des silences entrecoupés. Le peuple a survécu, mais il est marqué, brisé par les purges, les trahisons, les terreurs nocturnes. Chacun garde en lui le souvenir d'un proche disparu, d'un regard échangé dans la file de la prison, d'un mot de trop qui a coûté une tête. À l'Assemblée, le pouvoir change de main. Une nouvelle génération monte, plus modérée, plus pragmatique. On cherche la stabilité. On veut tourner la page. Le directoire est mis en place. Un régime à 5 têtes, censé gouverner sans excès. Mais il ne fait pas rêver. Il ne fait plus vibrer les cœurs. Il rassure à peine. Loin des promesses éclatantes des premières années, on parle désormais d'ordre, de propriété, de retour à l'équilibre. Les idéaux s'effacent peu à peu derrière les chiffres, les compromis, les manœuvres de coulisses. La population, elle, tente de survivre. L'économie est en ruine. Les assignats ne valent presque plus rien. Le pain est rare. L'inflation dévore les salaires. Les paysans, fatigués, retournent aux champs. Les artisans reprennent leurs outils. Les familles pleurent. Leur, mort dehors. Mais l'espoir a changé de visage. Il n'est plus révolutionnaire. Il est quotidien. On espère une vie simple, une maison chaude, un repas complet, un avenir sans peur. Dans les campagnes, les tensions persistent. Des foyers royalistes se rallument, surtout à l'ouest. En Vendée, la guerre civile n'est pas tout à fait terminée. Les cicatrices sont profondes, les haines encore vives. Le pouvoir central tente de pacifier, mais l'instabilité demeure. La France n'est pas apaisée. Elle est divisée, écartelée entre souvenirs sanglants et désirs de renouveau. Les églises rouvrent timidement leurs portes. On réinstalle les croix, les cloches sonnent à nouveau. Mais le lien entre la foi et le pouvoir a changé. La religion n'est plus l'alliée des rois. Elle tente de devenir la consolation d'un peuple meurtri. On prie moins pour obéir et plus pour se recueillir, pour se souvenir. Pendant ce temps, dans les journaux, un nom commence à apparaître, encore discret mais persistant. Bonaparte, un jeune général corse, héros de la campagne d'Italie, fin stratège, ambitieux, charismatique. Il ne parle pas encore de pouvoir, mais ses victoires résonnent dans une France fatiguée de ses politiciens. Il incarne autre chose, l'ordre, la grandeur, une direction. Dans les salons, on recommence à recevoir. La mode revient, plus simple mais présente. Les hommes parlent à voix basse de réforme. Les femmes sourient timidement à l'avenir. Paris n'est plus la ville des barricades. Elle devient celle des intrigues. Derrière les murs, les alliances se nouent, les ambitions se dévoilent. On ne se bat plus dans les rues, on manœuvre dans l'ombre. Et pourtant, malgré le calme apparent, la révolution continue de vivre dans les cœurs. Elle est partout, dans les lois nouvelles, dans les écoles qui s'ouvrent, dans les tribunaux qui jugent au nom du peuple, dans les villages où l'on élit ses maires. Elle n'est plus une flamme ardente, mais une braise tenace, une idée qui s'est enracinée, la souveraineté du peuple, l'égalité des droits, la fin des privilèges. Autant de mots que plus rien ne pourra effacer. Le vide laissé par la terreur n'est pas un retour en arrière, c'est un moment suspendu, un entre-deux. La France cherche encore son visage. Elle a tué son roi, tenté la République, goûté la dictature populaire. Elle ne sait plus très bien qui elle est, mais elle avance, à tâtons, à travers les blessures, elle construit son histoire. Et au milieu de ce flou,
Bonaparte observe, il attend son heure, car bientôt un autre vent soufflera sur la France, moins populaire, moins utopique, mais plus organisé, plus méthodique. L'ère des idéaux touche à sa fin, celle des conquêtes s'annonce. Les pavés de Paris ont séché, les sabots des chevaux ne résonnent plus avec rage, mais avec mesure. Le ciel, un moment noirci par la fumée des canons, s'est éclairci. La France, encore fragile, panse ses plaies, redresse ses murs, enterre ses morts. Dans les mémoires, la Révolution est à la fois une douleur vive et une fierté immense. Elle a changé la face du monde. Mais désormais un nouveau chapitre s'ouvre, moins bruyant, mais tout aussi décisif. À l'horizon, un homme s'avance, Napoléon Bonaparte. Il n'a pas participé au début de la Révolution, il n'a pas pris la Bastille, il n'a pas voté la Déclaration des droits, mais il a vu, compris, attendu. Dans l'ombre des généraux, dans le fracas des batailles, il s'est taillé une place, lentement, méthodiquement. Sa victoire à Toulon, sa répression de l'insurrection royaliste à Paris, ses campagnes éclatantes en Italie ont fait de lui un héros jeune, froid, charismatique, un homme qui ne parle pas d'idéaux mais de résultats. Le peuple, lassé par les discours, commence à le regarder comme un sauveur. En 1799, il revient d'Égypte, auréolé d'un prestige qui dépasse celui des directeurs. Il marche vers le pouvoir, sans crier, sans violence, mais avec une détermination qui glace. Le 9 novembre 1799, il renverse le Directoire lors du coup d'État du 18 Brumaire. En quelques heures, la République change de visage. Elle se dote d'un premier consul. C'est lui, Bonaparte. Il s'installe au sommet de l'État, entoure sa parole de silence, sa présence de pouvoir. Il rassure, réforme, renforce. Les troubles s'apaisent, les rues se taisent. Il modernise la France, crée la Banque de France, fonde les lycées, réorganise les administrations. Le Code civil, son œuvre la plus durable, grave dans le marbre les acquis de la Révolution, l'égalité devant la loi, la liberté de culte, la propriété garantie, mais il efface peu à peu ce qui faisait la République. Il muselle la presse, surveille les opposants, concentre les décisions entre ses mains. Et pourtant, la France l'applaudit. Elle préfère la sécurité au tumulte, la gloire à l'incertitude. Les campagnes se repeuplent, les villages se reconstruisent, les cloches sonnent à nouveau, mais c'est pour célébrer un nouvel ordre, un nouveau maître. En 1804, dans une cérémonie somptueuse, il se fait couronner empereur. Ce jour-là, dans la cathédrale Notre-Dame, sous les regards tendus du pape et de l'ancienne noblesse rassemblée, Napoléon prend lui-même la couronne et la pose sur sa tête. Un geste fort, un symbole. Ce n'est pas Dieu qui le sacre, ce n'est pas le peuple, c'est lui-même. Il est l'héritier de César, le fils des Lumières et le fossoyeur de la République. Un paradoxe vivant. La Révolution est finie. Elle a ouvert la porte, mais c'est Napoléon qui s'y est engouffré. Il porte en lui ses valeurs, mais aussi ses blessures. Il marche sur l'Europe au nom de la liberté, mais impose sa loi par la guerre. Il parle d'égalité, mais crée une nouvelle noblesse. Il défend la patrie, mais rêve d'empire. Et la France, elle, le suit. Fascinée, épuisée, loyale. Les batailles s'enchaînent. Austerlitz, Iéna, Wagram, des noms qui résonnent comme des tambours de victoire. Mais chaque gloire a son revers. Chaque conquête éveille des ennemis. Les alliances se retournent. Les peuples occupés se révoltent.
La guerre devient interminable. En 1812, Napoléon s'engage dans une campagne immense contre la Russie. L'hiver l'écrase, la neige devient tombeau, les hommes tombent par milliers, l'empire immense commence à vaciller. En 1814, les coalisés entrent dans Paris. L'empereur abdique, il est exilé à l'île d'Elbe. Puis il revient, brièvement, pour les 100 jours. Dernier souffle d'une légende. À Waterloo, il est vaincu. Définitivement. On l'envoie à Sainte-Hélène, au milieu de l'océan, loin, très loin de la France qu'il a tant aimée, tant bouleversée. Et la Révolution, elle est derrière. Mais elle vit encore, dans les lois, dans les esprits, dans les cœurs. Elle a semé des idées que plus rien n'effacera. Même les rois restaurés devront composer avec elle. Elle a brisé les chaînes de l'Ancien Régime. Elle a ouvert les yeux d'un peuple. Elle a montré que l'histoire peut changer quand les hommes le veulent, même dans le sang, même dans les larmes. Aujourd'hui encore, quand tu marches dans les rues de Paris, tu peux sentir son souffle, dans les pierres des bâtiments, dans les noms des boulevards, dans la mémoire collective. La Révolution française n'est pas seulement une page d'un livre, elle est un battement de cœur, un écho profond, un rêve qui continue de murmurer. Et si ce soir tu fermes les yeux, peut-être entendras-tu les pas des sans-culottes, le murmure des salons éclairés à la bougie, le silence lourd du roi montant les marches, ou les tambours battant le rythme d'une foule en marche. La Révolution est passée, mais elle n'a jamais disparu. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.